Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour discuter de la manière dont j'ai réussi à mettre 10 000 € de côté quand j'avais 19 ans et que j'étais étudiante. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter mais pour vous aider ou aider vos amis étudiants, vos connaissances qui sont étudiants et qui souhaitent mettre de l'argent tout en suivant leurs cours. Tous les conseils et astuces que je vais vous donner sont basés sur mon vécu, mes choix, mon expérience et les leçons que j'en ai tirées. Les conseils que je vais vous donner sont basés sur l'année où j'avais 19 et que j'allais avoir 20 ans. Ces conseils sont toujours applicables aujourd'hui et vous pouvez donc vous en servir peu importe votre âge et à partir du moment où vous êtes majeur et que vous êtes dans vos études supérieures. Pour vous donner du contexte, avant mes 20 ans, c'est-à-dire entre mes 16 et 20 ans, je travaillais déjà tous les étés et la plupart de mes vacances scolaires. Ça m'a permis d'avoir une première épargne dès très jeune et de pouvoir donc me servir de cet argent-là pour financer mes études. Cette vidéo va se décomposer en 3 parties. La première partie traitera de la manière dont j'ai réussi à gagner de l'argent en tant qu'étudiante à 19 ans. La deuxième partie traitera des dépenses obligatoires que je devais faire tous les mois. Et la troisième, les avantages, inconvénients et leçons que j'ai tirées de cette année-là. Quand j'avais 19-20 ans, et ça me donne un petit coup de vieux de dire ça à haute voix, j'étais étudiante à l'université et donc j'essayais d'avoir un bac+2 qui s'enchaînera par derrière par un bac+5. Cette année-là, j'étais en première année de DUT qui est un diplôme universitaire et technologique. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi elle nous raconte ça? Et en fait, c'est juste parce qu'à l'université, vous êtes obligé d'être présent physiquement à tous les cours et en général, vous avez cours de 8h à 18h, sauf une après-midi par semaine qui va être organisée pour faire vos travaux de groupe en groupe. A l'inverse, quand vous êtes à la fac, vous n'avez pas cette obligation de présence physique pendant vos cours. Vous pouvez vous rendre au TD, donc aux heures qui vont vous permettre de faire les travaux de groupe et les devoirs, mais vous n'êtes pas obligé d'être présent physiquement. Du coup, j'avais certains potes qui étaient à la fac peut-être 5, 6, voire 10 ou 15 heures par semaine, selon la manière dont ils avaient envie de s'organiser, alors que moi en DUT, et d'ailleurs pour tous les élèves c'était comme ça, on était vraiment obligé d'être en cours de 8h à 18h ou de 9h à 18h. Là encore, vous devez vous dire, mais pourquoi elle nous dit ça? C'est tout simplement parce qu'en fait, la plupart des contrats standards étudiants étaient des contrats basés sur un rythme de 15 à 20 heures par semaine. Et comme moi, j'avais déjà cours quasiment tous les jours de 8h à 18h, je ne pouvais pas travailler et prendre un contrat étudiant standard de 15 à 20 heures par semaine puisque ce n'était pas absolument compatible avec mon rythme scolaire. J'ai donc dû trouver d'autres solutions pour gagner de l'argent et je vais partager ces solutions-là avec vous. La première solution, c'est que j'ai trouvé un contrat étudiant pour la période scolaire, c'est-à-dire de septembre à juin. Pour cela, j'ai littéralement fait tous les sites d'emploi que vous pouvez connaître. J'ai fait LinkedIn, Pôle emploi, Monster, Indeed, l'étudiant. Bref, j'ai passé des heures et des heures à regarder des offres, envoyer des CV et rédiger des lettres de motivation. Après avoir envoyé des dizaines et des dizaines de CV et avoir passé de nombreux entretiens, j'ai été prise chez un opérateur mobile français le samedi de 9h à 18h. J'ai donc été formée au métier de la vente mobile, secteur que je ne connaissais pas du tout. La formation n'était pas vraiment compliquée, mais ce qui était un petit peu plus difficile, c'est qu'il fallait se rafraîchir puisque vous vous doutez que les forfaits mobiles et les forfaits internet changent de manière très fréquente. Et en fait, quand un client nous posait la question, on pouvait tout simplement pas prendre le livre avec tous les tarifs et feuilleter pendant 3 minutes pour lui donner la réponse. Donc ça faisait faire quand même un certain exercice mental puisqu'il fallait quand même toutes les 2 ou 3 semaines réapprendre les grilles des forfaits, des téléphones, des options, des avantages, etc. Ce contrat étudiant-là me permettait de gagner environ 400 € par mois. Pourquoi je dis environ 400 € par mois? Parce qu'en fait, mon revenu était basé sur une base fixe, mais aussi une base variable qui dépendait de mes objectifs et des objectifs de l'équipe. Et donc ça faisait que comme j'étais pas trop nulle et que je faisais partie d'une équipe qui était assez compétente, on arrivait la plupart du temps à atteindre nos objectifs et donc à avoir à chaque fois la partie variable, ce qui me faisait un revenu d'environ 400 € par mois. Si vous faites le calcul, mais je l'ai fait pour vous, 400 € par mois de la période de septembre à juin, donc 10 mois, ça fait 4000 €. La deuxième solution que j'ai trouvée pour pouvoir gagner de l'argent, et celle-là vous la connaissez tous, c'est le babysitting.
Les soirs en semaine après les cours, les samedis après mon travail chez l'opérateur mobile, mais également les dimanches, je me rendais disponible pour faire du babysitting. Concrètement, les soirées où je gagnais le plus d'argent, c'était les soirées un peu spéciales, comme les soirs des fêtes de la musique, les soirs du Nouvel An ou encore certains anniversaires ou soirées particulières. En effet, ces soirées-là, les parents voulaient que je dorme sur place tout simplement pour m'occuper de leurs enfants au matin, c'est-à-dire leur donner à manger, jouer avec eux et les préparer pour la journée. Pour trouver ces plans babysitting, et étant donné qu'en général les babysitting marchent sur la réputation, j'ai demandé à tous mes amis et aux parents de mes amis, mais également aux amis de mes parents, s'ils connaissaient des gens qui avaient besoin d'une babysitter et si oui, s'ils pouvaient m'appeler parce que je me rendais disponible vraiment tout le temps et j'aime aussi les enfants. Donc effectivement, si vous n'aimez pas les enfants, c'est vrai que le babysitting ça va être assez compliqué. J'ai finalement réussi à trouver 2 familles avec qui je m'entendais vraiment très bien et qui m'appelaient de manière très régulière pour pouvoir m'occuper de leurs enfants, ce qui me faisait quand même un revenu assez confortable. En effet, je gagnais environ 200 € par mois grâce à ces babysitting, ce qui me faisait à l'échelle d'une année 2400 € que je mettais directement de côté, donc ça faisait littéralement 2400 € d'argent épargné. La troisième solution que j'ai trouvée pour gagner de l'argent en tant qu'étudiante l'année de mes 19-20 ans, c'est de trouver un travail hors période scolaire. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, j'étais déjà habituée de mes 16 à 20 ans à travailler tous les étés. En revanche, à 19-20 ans, j'avais quand même accès à des offres un petit peu plus intéressantes en termes de travail en juillet et en août que ce que j'avais quand j'étais plus jeune. J'étais donc cet été-là hôtesse d'accueil et guide pour un architecte. J'étais payée 1650 € par mois et j'ai commencé à travailler de mi-juin jusqu'à fin août. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que 1650 € c'est énorme, surtout pour un job étudiant, sachant que le SMIC est autour de 1200 €. Étant donné qu'il s'agissait d'une exposition internationale, ce job nécessitait de parler 3 langues couramment, le français, l'anglais et l'espagnol. Ces langues m'étaient utiles pour organiser mais également préparer et réaliser les visites à différents touristes qui venaient du monde entier. De plus, étant donné que j'étais hôtesse et peu importe les circonstances, il fallait toujours que je sois impeccablement coiffée, maquillée et habillée. Tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire la maîtrise des 3 langues, l'organisation et la réalisation de visites pour des touristes internationaux, mais également le fait que la présentation doit être impeccable, explique que pour un peu plus de 35 heures par semaine, j'étais payée plus que le SMIC. La 4e solution que je vous partage, c'était de faire des extras dans les restaurants en semaine ou en week-end l'été. Concrètement, après ma journée de travail en tant qu'hôtesse d'accueil, je faisais le tour des restaurants où je demandais à mes parents ou aux amis de mes parents s'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour faire des extras. D'un extra en restauration, c'est qu'en fait c'est juste des missions ponctuelles parce que une serveuse doit partir un petit peu plus tôt ou alors un employé est malade. Bref, vous aurez juste besoin en fait de faire appel à quelqu'un pour 2 heures un jeudi soir de manière totalement imprévue. Et moi en fait c'est à ce moment-là où j'intervenais puisque je me rendais disponible et donc je proposais de remplacer la personne pour quelques heures par semaine. Je précise que de base je suis juste mais extrêmement maladroite. C'est-à-dire que par exemple je ne savais pas tenir un plateau avec un verre d'eau sans que l'eau déborde du verre. Bien évidemment, être serveuse nécessite de porter plus qu'un verre sur un plateau. Je me suis juste dit que j'étais pas plus bête qu'une autre et que si les gens arrivaient à transporter des plateaux avec des assiettes et des verres totalement remplis, j'allais juste m'entraîner, faire en sorte d'avoir un meilleur équilibre et donc faire en sorte aussi de pouvoir vraiment me vendre en tant que serveuse dans ces restaurants. Alors aujourd'hui concrètement, est-ce que si on me redonne un plateau avec 3 assiettes, je saurais le reporter sans faire tomber ce qu'il y a dedans? La réponse est juste non. Est-ce que cette compétence-là m'a été utile? Eh bien oui, puisque je gagnais environ 200 € par mois. Et puisque c'était uniquement quelque chose que je faisais en juillet-août pendant la période estivale, ça rapporte mon gain annuel à 400 €. Si je cumule maintenant tous les gains que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire le job étudiant à 4000 €, les 2400 € par an de babysitting, les 4000 € de mon job d'été et des extras que je faisais dans la restauration, j'ai gagné cette année-là un total de 11 025 €. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo, mes dépenses obligatoires. Toujours pour vous donner un petit peu de contexte, je vivais chez mes parents, ce qui voulait dire que je n'avais concrètement à l'époque pas de loyer et pas de charges à payer, ce qui fait quand même économiser énormément d'argent. Je dépensais donc 15 € par mois pour l'essence de mon scooter, ce qui fait environ 180 € par an.
0 € pour mon forfait mobile puisque comme vous le doutez, quand vous travaillez à l'année pour un opérateur mobile, forcément vous avez des avantages comme par exemple ne pas payer votre forfait. Et je dépensais environ 70 € par mois en nourriture sortie, ce qui fait 840 € à l'année. Mes dépenses obligatoires se sont donc élevées à 1020 € cette année-là. Si vous prenez la totalité de mes revenus et que vous soustrayez les dépenses obligatoires, ça fait un gain net de 10 000 €. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo où on va discuter des avantages, des inconvénients et des leçons que j'ai tirées de cette année-là. Le premier avantage, et vous l'aurez sûrement compris, c'est juste les 10 000 € que j'ai pu gagner et mettre de côté cette année-là. Cet argent a 100% servi à financer la totalité de mes 5 années d'études pour obtenir un master. Gardez en tête que si vous ou vos enfants font des études supérieures, même si l'école se trouve dans la même ville, que les enfants n'ont pas à payer de loyer et peuvent vivre chez les parents et qu'il n'y a pas de frais de scolarité puisque en France on a la chance de devenir médecin, avocat ou de faire encore plein d'autres métiers de manière quasiment gratuite, il va quand même falloir financer les dépenses de vos enfants. Et en général, les dépenses des enfants, quand ils ont entre 19 et 20 ans, c'est pas juste la nourriture. Les enfants, ils vont vouloir sortir, ils vont vouloir partir en vacances, ils vont vouloir faire de nombreuses choses qui vont coûter de l'argent au quotidien. Par exemple, il faudra sûrement encore payer un forfait téléphonique, un ordinateur portable, des courses alimentaires, des assurances et j'en passe. Tout cela mis bout à bout peut représenter une très grosse somme d'argent pour les parents. Encore une fois, même si les enfants ou alors que vous-même vous décidez de faire des études totalement gratuites et que vous décidez encore de vivre chez vos parents. Le deuxième avantage dont je vais vous parler, c'est juste l'expérience et la maturité que ça m'a permis d'avoir. Quand par la suite il a fallu trouver un premier travail, j'avais une nette longueur d'avance par rapport aux personnes qui avaient mon âge, puisque quand eux ils avaient juste, entre guillemets, juste un stage de 3 ou 6 mois dans une entreprise, moi j'avais déjà en fait pu montrer mes capacités d'organisation, d'adaptation, mais également ma motivation, puisque comme vous vous le doutez, concilier les cours avec un voire deux jobs étudiants demande quand même beaucoup d'organisation, de sérieux et de rigueur. Le troisième avantage est lié au fait que j'ai pu rencontrer énormément de gens que j'aurais pas forcément pu rencontrer dans mon cercle d'amis quotidien et donc que j'ai pu apprendre de leur expérience mais aussi passer de très bons moments avec eux. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, les inconvénients. Premièrement, le rythme. Je ne vais pas vous mentir, concilier les cours la semaine, le travail le samedi chez l'opérateur mobile et les babysitting entre tout ça, c'était quand même assez fatigant. Encore une fois, tout cela se faisait en période scolaire, ça voulait dire qu'il fallait quand même garder ses notes à un certain niveau, mais également trouver du temps pour continuer à voir sa famille et ses amis. Concrètement, oui, j'ai renoncé à certaines soirées, oui, je suis rentrée beaucoup plus tôt de certains apéros parce que je travaillais le lendemain, et oui, j'ai dû parfois renoncer à certains festivals avec mes amis. Pour être tout à fait honnête, oui, parfois c'était quand même difficile de voir mes amis qui allaient profiter tous les jours à la plage tous les jours et qui allaient faire des soirées juste tous les soirs alors que moi je travaillais pendant juillet et août. Pour autant, est-ce que je considère être passée à côté de ma vie étudiante? Non, absolument pas. Avec du recul, honnêtement, je le referais mais sans hésiter. Ok, je ne voyais pas forcément mes amis, mais je travaillais quand même avec beaucoup de gens de mon âge, avec qui je suis devenue pote et avec qui j'ai fini également par sortir et qui avaient un rythme qui était similaire au mien, donc ils pouvaient comprendre pourquoi je faisais ça. Ok, j'ai pu également rater quelques soirées, mais ces soirées en valaient largement le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a 19, 20, 21 ans, en général, on n'a pas forcément de source de revenus quotidienne. Donc en fait, les soirées, elles se ressemblent un petit peu toutes. C'est pas comme si j'avais raté des week-ends à Ibiza, des week-ends à Madrid ou vraiment des soirées extraordinaires. À cet âge-là, c'est un petit peu toujours la même chose. On se rejoint avec quelques amis. En général, on a 2-3 groupes d'amis différents, mais c'est à peu près les mêmes. Et on fait toujours un peu la même chose puisque le statut étudiant fait que vous ne pouvez pas avoir la vie d'un multimillionnaire et vous permettre tout ce que vous voulez quand vous voulez. Concernant la fatigue, oui, j'étais bien évidemment fatiguée, mais pas au point de ne absolument rien faire quand je terminais mes journées de travail. À 19, 20 ans ou même dans les années de nos 20 ans, en fait, on récupère hyper vite, donc ça m'a pas empêché de sortir les mercredis soirs, les jeudis soirs, les vendredis soirs ou alors de faire des week-ends qui m'ont vraiment permis de retrouver mes amis ou ma famille. Honnêtement, je ne considère pas en avoir souffert.
On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un like, mais également à mettre en commentaire si ces conseils ont pu vous aider, mais également à partager avec le reste des gens qu'est-ce qui a marché pour vous et quelles astuces vous pouvez partager.